Bonjour à tous, une musique dynamique pour cette deuxième conférence de la journée du fret ferroviaire, conférence consacrée au rail fleuve, à cette offre de transport bimode et massifiée. On va voir dans quelques instants comment développer cette offre, les objectifs, les moyens que les différents acteurs se donnent pour dynamiser cette offre rail fleuve. Mais je vais d'abord vous présenter nos différents intervenants. À ma gauche, Geoffroy Collin, qui est président de Carrières de Vigna, et dans un instant, il nous dira quel est son projet de développement. Et c'est très intéressant, ça nous mettra tout de suite dans le réel de cette offre rail fleuve dont on a vu il y a quelques instants dans la présentation du baromètre Eurogroup qu'elle était assez plébiscitée par les chargeurs. À sa gauche, Cyril Thirion, qui est chef de projet Remove à l'ADEME, enfin chef de projet à l'ADEME, notamment Remove, qui est quand même un élément important pour accompagner l'ensemble des acteurs dans leurs efforts de développement des solutions décarbonées. À sa gauche, Alain Lefebvre, qui est président de l'AFPI. L'AFPI, c'est l'Association française des ports intérieurs, qui a un rôle important pour ces offres bimode. Hélène Vasseur, directrice marketing, économie et régulation de SNCF Réseau. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous communiquer vos propres stratégies et puis les moyens que vous vous donnez pour cette offre multimodale. Et enfin, Éloi Flippo, qui est responsable développement de VNF, Voies Navigables de France, un autre gestionnaire d'infrastructure. On a aujourd'hui les deux gestionnaires d'infrastructure du rail et du fleuve avec nous. Et vous allez conjointement, puisque d'ailleurs vous avez, il y a maintenant quelques années, signé une convention entre gestionnaires d'infrastructure, vous allez nous expliquer comment vous travaillez de concert sur ces offres multimodales. Mais comme je vous le disais à l'instant, et puis évidemment, vous pourrez poser des questions en fin de cette conférence aux différents intervenants. Mais je vous le disais il y a quelques instants, je voudrais donner tout de suite la parole à Geoffroy Collin. Quand on a préparé cette conférence, Monsieur le Président, vous nous avez parlé d'un projet qui est travaillé depuis 4 ans, d'un nouveau terminal sur la Seine pour faire en sorte que d'acheminer vos matériaux, vous êtes carrier, jusqu'au cœur de l'Île-de-France. Expliquez-nous un peu votre projet qui m'a semblé très emblématique d'une certaine dynamique de l'offre rail-fleuve, notamment entre la Normandie et l'Île-de-France. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, les Carrières de Vigna pour le moment sont chargeurs et opérateurs ferroviaires. Donc on est exclusivement actuellement embranché ferroviaire à partir de nos carrières pour livrer les matériaux à nos clients. Et on souhaitait justement pouvoir connecter le fer et le fleuve. Alors bien sûr, le fleuve, on ne peut pas attendre qu'il arrive près de la carrière. Et donc il a fallu imaginer de trouver un foncier qui permette de répondre à cette exigence-là. Alors, pour nous, l'intérêt, c'était de pouvoir capitaliser sur le ferroviaire à partir de la carrière. Donc, apporter les matériaux de la carrière vers une plateforme bord de Seine. Excusez-moi, votre site principal, il est en Normandie. Voilà. Il est loin de la Seine. Donc la carrière de Vigna, c'est la plus grosse carrière de roches massives de Normandie qui fait 1 800 000 tonnes. Et on est à cheval sur le département de l'Orne et du Calvados. Donc on est plutôt à 150 km de la Seine. Et forcément, nos marchés sont orientés vers l'axe Seine, entre Honfleur et Paris. On a déjà une première plateforme à Honfleur depuis 2008 qui a été embranchée fer. Malheureusement, la ligne ferroviaire n'a pas résisté à nos trains lourds. On est sur des trains de plus de 2000 tonnes. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette impasse-là. Mais on ne se décourage pas. En 2018, on a ouvert une nouvelle plateforme à Petit-Couronne sur un terrain à Ropa, métropole de Rouen.
Depuis 2018, on fait plus de 200 000 tonnes vers cette plateforme-là par voie ferrée. Donc c'est vraiment un développement du ferroviaire. Et puis, la volonté de se rapprocher de l'Île-de-France et de connecter au fleuve, c'est le nouveau projet qu'on porte. Alors ce projet, vous l'avez initié il y a 4 ans, où vous en êtes? Alors, effectivement, c'est du temps long. C'est du temps long, il faut de la résilience. Alors, comme on est carrier, on est habitué quand même un peu au temps long. Nos carrières, la carrière de Vignat, elle existe depuis 1850. Depuis l'origine, elle est reliée au ferroviaire, donc on a une grande histoire d'amour avec SNCF Réseau. Ils nous achètent aussi des matériaux dans le cadre des marchés de ballast. C'est une petite parenthèse pour montrer le lien qu'on a avec SNCF Réseau. Et donc là, sur ce nouveau projet-là de Val d'Azay, dans l'Eure, donc on a identifié le terrain. C'est une friche industrielle, donc il y a une volonté. Et pour la petite histoire, c'est une friche industrielle et c'était un constructeur de matériel ferroviaire à l'époque qui s'appelait Carrel et Fouché. Et on a pris le foncier qui représente 13 hectares et demi exactement. Pour notre cœur de métier, d'activité, de plateforme de matériaux, on va en utiliser la moitié, c'est 6 hectares et demi à peu près, sur lequel on va faire un embranchement ferroviaire. Donc là, forcément, c'est des relations avec SNCF, toutes les études de faisabilité à faire en amont. C'est une friche industrielle, donc pollution des sols, donc il a fallu faire tous les audits pollution des sols. Malgré tout, on dépend d'autorisation ICPE, donc des contacts avec la DREAL et la DDT pour pouvoir obtenir nos autorisations. Et comme on veut relier ce foncier-là au fluvial, puisque l'avantage de ce foncier-là, il est bord de voie ferrée entre la ligne qui est entre Rouen et Mantes-la-Jolie, et puis il donne directement sur la Seine. Et donc pour pouvoir faire la connexion avec la Seine, ben, c'est des infrastructures lourdes, postes d'accostage et estacades qui vont être réalisées et qui concernent derrière après tout ce qui est rubrique loi sur l'eau, qui sont des niveaux d'exigence assez importantes. Avec, si je continue dans le détail, il a fallu faire modifier le plan local d'urbanisme, le PLU de l'agglomération Seine-Eure, puisque même si on est sur une zone industrielle qui était indiquée comme telle, avec une vraie volonté de s'appuyer sur le ferroviaire et sur le fluvial, néanmoins, dans le document d'urbanisme, ben, les voies sur berge avaient été mises en terrain naturel, et terrain naturel, ben, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, contrainte supplémentaire d'aller avec la métropole, enfin l'agglomération Seine-Eure, qui était très partie prenante, et il a fallu aller modifier le document d'urbanisme pour pouvoir finalement obtenir toutes nos autorisations. Donc, comme vous le soulignez, on vient là, au bout de 4 ans, obtenir l'ensemble des autorisations, purger des recours, et donc nous, carriers, on préfère cette phase-là, aménagement et opérationnel, que la longue période de gestation, qui est nécessaire. Donc 4 ans, c'est un premier parcours du combattant, d'une certaine façon. Vous êtes sain et sauf, vous êtes avec nous. Ça veut dire que vous avez surmonté toutes ces difficultés, parce qu'il y a aussi le PPRI, voilà, qu'il a fallu dominer. Vous avez raison, on rajoute derrière le PPRI, le plan de prévention des risques inondations, parce que forcément, quand on se rapproche de la Seine, ben, ce risque-là, il est plus fort que entre l'Orne et le Calvados. Et puis, on nous dirait presque, ben, pour éviter les contraintes du PPRI, il faudrait presque faire Vauquem, mais à 300 mètres de la Seine pour ne pas être inondé. Je plaisante un peu, mais c'est vrai qu'on tombe des fois sur des histoires un petit peu compliquées. Mais voilà, donc ça y est, ça c'est derrière vous. C'est acquis et effectivement, on va pouvoir maintenant
entamer la construction du terminal. Voilà. Et puis alors, le deuxième intérêt du projet, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait utiliser que la moitié du foncier. Sur l'autre partie de la friche industrielle, il y a un ensemble d'entrepôts industriels qu'on ne va pas occuper. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer à d'autres acteurs industriels qui auraient envie de développer leur business en s'appuyant éventuellement sur nos infrastructures qui vont être créées d'embranchements ferroviaires et de quais fluviaux qui pourraient être partagés. Puisque forcément, ces infrastructures-là, quand on est seul à les faire, c'est très capitalistique. Et donc, d'où l'intérêt de pouvoir essayer de trouver des utilisations complémentaires. Donc, objectif construction d'ici 1 an et demi, 2 ans. Trafic dans combien de temps? Donc là, maintenant, pour lancer les phases travaux, on est obligé d'attendre le mois de septembre, parce qu'il y a une autre contrainte. Là, on est sur les contraintes environnementales. Pendant la période de mars au mois d'août, vous ne devez pas toucher aux arbres, à l'ensemble de la végétation pour ne pas nuire aux habitats des oiseaux et des espèces protégées. Parce que là encore, je vous l'ai faite un peu courte, mais même si on est sur une zone industrielle, une friche industrielle polluée, quand vous faites les inventaires faune-flore, espèces protégées, vous avez les choses sont assez magiques. Hein. Vous retrouvez le Dictnem criard qui a trouvé un refuge qu'il ne faut pas toucher. Le Dictnem criard, qui est un oiseau qui niche au sol. Et donc, sur les 13 hectares, on doit lui laisser 1 hectare pour qu'il continue à nicher tranquillement. Exactement. Donc, voilà. Donc, vous entamez les travaux à l'automne. À l'automne, et on pense pour 1 an à peu près. 1 an. Après, des essais, des homologations et les premiers trafics. Alors, nous, on est toujours très optimistes. Moi, je pense que dès le mois de septembre 2024, on doit pouvoir accueillir des trains et commencer quelques chargements de barges. C'est le challenge qu'on se donne. Avec un train par semaine pour commencer ou plus? Même plus, je pense, si on peut. Faut constituer des stocks. Donc la plateforme pourra nous permettre d'accueillir 50 000 tonnes sur la plateforme, c'est le site. Donc un train à 1500 tonnes, ça nous laisse encore un peu de temps pour pouvoir mettre en stock avant de pouvoir recharger sur les barges. Donc en gros, si tout se continue bien entre le dépôt des premiers dossiers, l'idée de terminal et les trafics, c'est 6 ans en gros, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. 6 ans. Un mot du budget? Alors l'ensemble, on va sans doute s'approcher quasiment des 20 millions d'euros avec le foncier. Je vous ai parlé des surcoûts liés au traitement de la pollution des sols. Alors on a aussi des aides dans le cadre de France Relance, des aides fonds friches pour aider à traiter la dépollution, etc. Il y a la région aussi qui participe également. Et puis, bien sûr, sur le volet relance fret ferroviaire, dans le cas de réalisation d'embranchements ferroviaires et tous les outils de déchargement, on rentre aussi dans ces critères-là. Et on a également, on espère finaliser aussi avec VNF d'ailleurs, des aides aux infrastructures fluviales. Donc discussion avec les 2 gestionnaires infrastructures justement, et puis à venir avec les opérateurs, j'imagine aussi, pour mettre au point les trafics. Voilà, il reste encore un petit peu de travail à faire. Oui, voilà. Et de paperasse. Merci beaucoup. C'était important au début de cette table ronde de nous projeter dans le réel, hein, parce que ça, c'est un type même de solution pour accroître le trafic rail-fleuve. Je voudrais maintenant donner la parole à Hélène Vasseur et Éloi Flippo. Commençons peut-être par les objectifs. Hein. Qu'est-ce que SNCF Réseau a comme objectif en la matière? Et dans la foulée, Éloi Flippo pourra confirmer pour VNF. Hélène Vasseur. Alors, je pense que c'est assez connu, mais c'est bien de se le redire. L'ambition pour le ferroviaire, c'est de doubler la part modale, la part du ferroviaire.
d'ici à 2030. C'est-à-dire qu'en 2020, on était à 9% de part modale, c'est peu, et notre objectif, c'est d'arriver à 18% en 2030. Je pense que c'est bien aussi de repartager pourquoi on veut développer le ferroviaire. Déjà parce que c'est un secteur qui, bien sûr, participe au développement des activités industrielles et qui crée des emplois directs et indirects. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est aussi de développer des modes de transport décarbonés. On peut se redire aussi que les transports en France, c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. En 2020, ce secteur représente à lui seul près de 30% des émissions nationales. Donc il y a quand même, on a tous un objectif commun, y compris avec VNF, de baisser la congestion routière notamment. On se redonne quelques chiffres. Un train, ça représente 30 à 40 poids lourds. Donc si vous multipliez par X trains, on voit tout de suite le nombre de camions évités. Le rail émet 14 fois moins de CO2 que la route. Voilà, donc déjà, pourquoi on fait ça? Ensuite, un point d'étape. En 2022, on est passé déjà à 11% de part modale. Donc on voit que déjà, on est en ligne avec cette trajectoire. 2022, c'est une année, c'est une très bonne année. En termes de tonnes kilomètres, on retrouve le niveau de 2008 en trafic. Donc on est très content de cette dynamique et je vais y revenir après. C'est aussi grâce à toutes les actions qui ont pu être menées en conjointement avec l'État. En 2022, on a lancé une trentaine de nouveaux flux, de nouveaux services, que ce soit dans le combiné ou dans le conventionnel, même si on voit que, sans surprise, le combiné est un secteur qui porte le gros de la croissance. Le multimodal, il représentait 30% en 2019-2020, il représente en 2022 33%. Voilà, donc parmi ces nouveaux services, on a notamment des flux d'autoroutes ferroviaires. Je le disais, cette belle dynamique, elle est permise par notamment des actions qui ont été lancées grâce au plan de relance en 2020, avec l'Alliance 4F et avec l'État. L'État, donc, dans le cadre du plan de relance, a mis 1 milliard d'euros sur la table, dont 700 millions d'euros qui sont sous maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau. Et nous, de notre côté, en 2020, on a également lancé notre propre programme de développement du fret ferroviaire. On essaie de montrer qu'on est très actif sur ce sujet, puisque on veut vraiment contribuer au développement du fret côté SNCF Réseau. Et on voit déjà dans les années passées, on va dire 2021-2022, on a déjà réussi à améliorer les choses sur différents domaines, notamment sur les capillaires, qui est un sujet que M. Collin, par exemple, connaît bien. On a besoin aussi de faire des choses, pas que sur le réseau structurant, mais aussi pour régénérer les capillaires. Donc, il y a une trentaine d'actions qui ont été engagées sur ce domaine. Un autre sujet important, les voies de service et les triages, avec plus de 100 opérations qui ont été financées, qui vont encore continuer à l'être là dans les années à venir. Et on peut noter que pour la première fois en 2022, le nombre de voies de service en activité n'est plus en déclin. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une petite victoire, mais c'est quand même très important, puisqu'on sait que les voies de service, c'est quelque chose de vraiment incontournable pour les entreprises ferroviaires pour permettre de développer l'activité. Et on est vraiment, je veux vraiment le dire, là, investi pour améliorer les choses sur les voies de service notamment. Et spécifiquement donc sur le rail fleuve. Donc, alors, sur le rail fleuve, on a ce partenariat avec VNF. Donc, je comptais revenir après pour illustrer effectivement toutes les actions qu'on a menées conjointement avec VNF, mais je vais peut-être laisser Éloi. Mais juste avant de lui donner la parole, vous confirmez que l'Alliance Rail Fleuve est importante pour ces objectifs globaux sur le fret ferroviaire? Bien sûr, c'est comme vous le rappeliez tout à l'heure, on a signé ce partenariat avec VNF en 2021, donc c'est un partenariat national et 6 partenariats territoriaux, parce qu'on s'est dit que ces deux modes étaient complémentaires. Il ne fallait absolument pas que ces deux modes massifiés soient en compétition. Et on sait à quel point l'alliance des deux modes peut nous permettre d'accélérer encore cette croissance, puisque nous, le ferroviaire, c'est un outil qui permet d'aller plus vite que le fluvial, alors que le fluvial, lui, permet de rentrer plus facilement dans les grandes métropoles. Donc l'alliance des deux, on a quelques exemples qu'on donnera après, est très précieuse. Oui.
avant justement de voir les exemples, Éloi Flippo, de vos propres points de vue de gestion d'infrastructures fluviales, quels sont vos objectifs? Alors, en termes d'ambition, le fluvial, on a une ambition de faire progresser la part modale du fluvial de 50%, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on a une part modale nationale de l'ordre de 3%. C'est une part modale qui est très faible et qui finalement n'est pas nécessairement très représentative de la réalité, puisque, comme chacun le sait, les voies navigables n'existent pas partout en France. Elles existent sur toute la moitié est du territoire, du nord au sud, à l'exception du bassin de la Seine seine-oise, qui est un axe essentiel en fluvial. Quand on est sur ces axes-là, la part modale, elle est non pas de 3%, mais elle est entre 15 et 25% des transports de marchandises sur ces axes comme la Seine, dont Geoffroy Collin parlait tout à l'heure pour Carrière de Vignat. Donc ça signifie, en termes de chiffres, faire passer le tonnage de environ 55 millions de tonnes par an à environ 85 millions de tonnes par an à horizon 10 ans, dans le cadre notamment du contrat d'objectif performance que l'État a signé avec VNF et qui nous fixe des engagements de progression de tonnage et qui fixe aussi des engagements de l'État en matière de dotation budgétaire pour nous permettre de garantir un bon niveau de service. Dans l'exemple que Geoffroy Collin donnait tout à l'heure, enfin l'exemple, en tout cas le cas des carrières du Vignat, finalement on va voir dans les actions que j'évoquerai tout à l'heure, que finalement un projet d'un client important comme celui du groupe Basalt, eh bien ça fait appel à plusieurs facteurs essentiels de viabilité de l'option ferro-fluviale. Et notamment fluvial. On va parler fluidité de l'axe de navigation, on va parler échange de données, on va parler disponibilité de matériel, on va parler de disponibilité de la donnée pour fluidifier les flux. Voilà, c'est tous ces genres d'actions qu'on met en œuvre et sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Alors justement, maintenant, quelles sont les actions que vous menez, chacun de votre côté et conjointement, pour développer cette solution rail-fleuve? Alors, je vais commencer par les actions purement ferroviaires déjà. Comme je vous le disais, on a donc notre programme fret où qu'on cherche toujours à intensifier pour montrer nos efforts et des efforts visibles en termes d'amélioration de la qualité de service. Je vais citer quelques exemples. Déjà, depuis 2 ans, on a mené une expérimentation sur la ponctualité au départ des trains long parcours sur 10 sites expéditeurs qui a bien marché puisqu'on a réussi à améliorer la ponctualité de ces trains de 4 à 5 points. Et donc, en 2023, on va étendre ce dispositif sur 16 sites expéditeurs qui sont d'ailleurs choisis avec les clients, avec les entreprises ferroviaires, et sur l'ensemble des trains long parcours. Donc, ça concerne beaucoup le combiné, mais pas que. On a également une croissance de l'offre sur les sillons, puisque c'est un autre irritant potentiellement des clients, pour avoir un catalogue de sillons toujours plus important pour le fret. Donc, notre catalogue sur les sillons fret a augmenté de plus de 50% depuis 2020. Et puis on a aussi d'autres, côté ferroviaire, d'autres réalisations, notamment avec l'État. On a un programme de sécurisation des sillons pour le fret. Je prends un exemple, on a des travaux qui sont prévus en Bourgogne-Franche-Comté sur l'axe qu'on appelle Paris-Lyon-Méditerranée, mais qui se situe beaucoup sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et ces travaux sont prévus en 2024. Il a été décidé conjointement avec l'ensemble des clients, qu'ils soient fret ou voyageurs, de faire ces travaux de jour. Et ça permet de préserver le fret, entre autres. Je viens maintenant aux actions conjointes avec VNF, dans le cadre du partenariat dont je vous ai parlé. Je pense qu'on a tous compris l'intérêt d'avoir un partenariat important sur ces 2 modes massifiés qui sont vraiment complémentaires. Et dans le cadre de ce partenariat, je vais vous donner quelques exemples. Notre premier axe de travail, c'est d'étendre l'offre fer-fleuve. Et dans ce cadre, par exemple, on a mené en Grand Est, le 16 mars dernier, un hackathon avec également le port de Strasbourg pour proposer des idées innovantes en matière d'intermodalité et de nouveaux trafics. Autre axe de travail, c'est bien sûr aussi de sécuriser l'offre de réseau en cas d'indisponibilité, donc que ce soit les travaux côté ferroviaire ou les périodes de chômage côté fluvial. Et là, par exemple, on est en train de travailler également côté Grand Est pour apporter des solutions en cas de basse eau de la Moselle, pour se dire comment, en anticipation, dans ces cas-là, on peut activer le mode ferroviaire.
On a également des projets en commun pour favoriser le report modal, notamment des projets de plateforme multimodale. Donc, l'exemple que je voulais citer, c'était Gaillon. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un projet emblématique. J'étais directrice territoriale en Normandie avant, donc on a beaucoup travaillé aussi avec M. Collin sur cette plateforme, qui est un bel exemple de collaboration avec un chargeur, avec VNF, avec l'État. Mais on en a d'autres et on va continuer à pousser ce genre d'initiative en France. Et puis enfin, on a également développé des outils de communication et de cartographie. Donc des outils de communication, vous verrez sur nos stands respectifs différentes brochures qui nous permettent de montrer les bénéfices qui sont liés à cette alliance entre le fer et le fleuve. Et puis on est aussi, c'est important, on est aussi en train de développer des outils de cartographie qui permettent sur une même carte de voir quel est le réseau, quel est le réseau fluvial et le réseau ferré, comment tout ça marche ensemble. Et notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est de pouvoir sur cette même carte visualiser les travaux à la fois ferroviaires et fluviales. Donc c'est là où le partenariat pourra aussi prendre tout son sens. Une visualisation dynamique Oui. en lien avec la réalisation effective des travaux. C'est ça. Éloi Flippo? Oui, donc je rebondis en effet sur ce que Hélène Vasseur disait à l'instant. C'est un axe de travail très concret et assez ambitieux de mettre en synergie nos calendriers de travaux. On appelle ça les chômages sur la partie fluviale. On n'a pas tout à fait le même niveau en termes de quantité de travaux. On n'a pas le même réseau. On a un réseau de 6700 km de voies fluviales. On a un réseau de plus de 21 000 km de voies ferrées, je pense. Et donc nous avons 1000 opérations de travaux par an en France. On en sélectionne à peu près 150 qu'on publie, parce que ce sont celles qui impactent la navigation. Mais sur le réseau ferré, on est sur une masse beaucoup plus importante, de l'ordre de 16 000 opérations par an. Donc évidemment, ça demande un travail de mise à niveau, d'échange d'informations et d'échange de bonnes pratiques sur les sélections des travaux. Mais c'est une véritable ambition d'offrir aux clients, aux chargeurs, aux commissionnaires des transports une information fiable sur les travaux, sur les deux réseaux, de sorte que cet outil cartographique soit disponible sur nos propres sites d'ici la fin de l'année. Alors, ce que je voulais indiquer aussi sur notre travail commun, c'est qu'on apprend à se connaître. Hélène l'indiquait, on s'est organisé des formations croisées. C'est-à-dire, pour nous, les collaborateurs VNF, nous nous sommes formés à l'organisation du fret ferroviaire. Et de la même façon, on a organisé, SNCF Réseau a aussi organisé une formation pour nous, donc de façon croisée. Les cadres du ferroviaire ont été formés au fluvial et vice-versa dans l'année 2022. Et on va reproduire l'expérience pour les personnes qui ont raté le rendez-vous durant l'année 2023. Plus largement, au-delà du partenariat, ce que je voudrais indiquer, pour reprendre le cas de Carrières du Vignat, je disais en fait, nous, l'exemple d'un client, en fait, ça fait appel à 4 notions. Tout d'abord, il faut faire en sorte que notre réseau soit disponible. Donc nous, là, on parle de la Seine, un axe à grand gabarit. Notre ambition, c'est de garantir sur ce type de réseau la navigation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur le grand gabarit. Sur le réseau à petit gabarit, qui représente à peu près 80% du réseau fluvial en France, il faut le dire, c'est un réseau qui est relativement peu utilisé sur la partie fret. On a une ambition plus mesurée de garantir un niveau d'enfoncement de l'ordre de 2,20 m et des plages horaires de l'ordre de 7 heures par jour, là aussi toute l'année, ou bien de la navigation à la demande. On offre une information aussi fluide que possible, et d'ailleurs pour ça, on a lancé un certain nombre d'outils digitaux. On a lancé une appli qui s'appelle Navi, et qui est disponible plutôt pour les navigants pour mettre à disposition de l'information en temps réel sur la disponibilité du réseau, les événements qui peuvent éventuellement impacter la navigation, et ce, en différentes langues. On a aussi référencé cette appli sur un portail européen qui s'appelle EURIS, le portail européen des RIS, donc des services d'information fluviale en anglais, et qui, là aussi, offre toutes les informations sur la disponibilité des réseaux, non seulement français, mais les autres réseaux européens, puisque 50% de la navigation de fret, navigation intérieure de fret en France se fait avec les réseaux voisins, 50%. Donc ça montre bien que nos acteurs, les 3000 bateaux de fret qu'on connaît en France, il y en a 2000 non français et 1000 français. Donc ce sont des acteurs très très importants. Ce que je voulais aussi indiquer, c'est qu'on travaille sur une meilleure fluidité de la donnée sur les flux, justement, pour essayer d'optimiser les capacités de chargement. Aujourd'hui, on a un système de collecte de la donnée par des déclarations obligatoires de la part des navigants. On collecte à peu près 70 000 voyages par an.
Et on a aussi pris l'initiative de collecter les données sur les voyages à vide. En plus de ces 70 000 voyages par an, on a identifié 20 000 voyages par an à vide, sur des distances qui sont parfois très courtes, mais aussi parfois très longues, et parfois de 200-300 km. Donc notre objectif, vous devinez bien, c'est d'optimiser, si possible, cette capacité de chargement et, si possible, inciter les acteurs, les chargeurs, les commissionnaires de transport, les transporteurs, les affréteurs, à réduire le nombre de voyages à vide pour optimiser les consommations d'énergie et réduire les émissions de CO2. Et enfin, je voulais juste souligner que le projet que Geoffroy Collin a indiqué tout à l'heure, pour nous, c'est un projet client. Eh bien, nous suivons à peu près 110 à 120 projets par an de nouveaux transports par des clients dans différentes filières, les granulats, la chimie, les conteneurs, la logistique urbaine, etc., les engrais, les déchets. Et ces projets, nous essayons de les faire mûrir au fil de l'année avec différents dispositifs par lesquels on peut intervenir, comme le plan d'aide report modal, qui sont des subventions à différents niveaux, et notamment pour des investissements, ce qu'évoquait Geoffroy Collin tout à l'heure. Voilà, c'est notre action, c'est d'être au contact des chargeurs, des commissionnaires de transport, d'identifier des projets, de les faire mûrir et de les faire aboutir si possible. Merci beaucoup à tous les deux pour ce dialogue. Puisque vous parliez d'incitation, je voudrais demander à Cyril Thirion comment on fait pour justement informer les potentiels clients du rail fleuve que ça coche toutes les cases, qu'ils ont plein d'intérêt à recourir à cette solution. L'ADEME, comment fait-elle? Je pense que vous pouvez aussi nous expliquer le programme Remove d'incitation et d'accompagnement. Merci beaucoup et tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Le programme Remove s'inscrit tout à fait dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire déjà c'est l'illustration de la collaboration entre les modes de transport massifiés. Donc à l'intérieur de ce programme qui est un programme C2E, donc dont l'objectif est de générer du gain énergétique financé par 3 financeurs qui sont Total Energy, EDF et Distridine. On retrouve le fluvial, le ferroviaire, le maritime, mais pas que, puisqu'on embarque aussi, et c'est l'objectif, c'est de créer une dynamique avec l'ensemble de la communauté qui s'intéresse au transport. Donc on va avoir aussi les organisations transporteurs, donc comme Union TLF, OTRE, FNTR, et on va avoir aussi les chargeurs, parce qu'on s'adresse aussi aux industriels, aux chargeurs, pour leur expliquer en quoi, quel est l'intérêt du report modal. Beaucoup de choses ont été dites. C'est un outil extrêmement puissant de décarbonation et on connaît les enjeux de décarbonation de l'économie avec des impératifs de délai qui nous sont fixés. Peu de choses permettent de décarboner le transport de manière aussi puissante que le report modal, évidemment. Donc c'est ça qu'il faut qu'on explique. Ça permet aussi, ça a été dit, d'aller au cœur des villes. Et le fleuve est un moyen extrêmement intéressant puisqu'il traverse des grandes métropoles dans lesquelles, vous le savez, il va y avoir des sujets comme les ZFE. Et donc, ça va permettre de repenser la logistique urbaine, notamment, donc grâce au réseau fluvial. On a aussi, et ça c'est extrêmement important, l'ambition de créer une dynamique et de relancer. On a vu les objectifs extrêmement ambitieux, donc 50% pour le fluvial et un doublement pour le ferroviaire. Et donc l'objectif du programme Remove, c'est de créer cette dynamique pour expliquer aussi aux industriels, mais aussi aux transporteurs, que le report modal, c'est pas inaccessible, c'est pas compliqué, qu'il y a différentes façons d'y arriver. Et donc le programme Remove se propose en fait déjà de les sensibiliser et ensuite de les former. Donc le fluvial, on est en train de créer des sessions de formation spécifiques pour le fluvial. Côté ferroviaire, c'est pareil avec SNCF Réseau. On est vraiment en train de créer des formations qui seront extrêmement opérationnelles pour que les industriels puissent y accéder, mais aussi les transporteurs. Et c'est l'illustration complète du fait que tout ce programme est pensé en commun et en collaboration entre les secteurs. C'est vraiment ça qu'il faut avoir ensemble. Donc ça fait des sessions qui sont la parfaite illustration de tout ce qu'on a vu jusque-là, des sessions qui sont communes et des approches qui sont communes entre le maritime, le ferroviaire et le fluvial. Et l'idée, c'est effectivement ça, ce qui est extrêmement important, c'est de raisonner
report modal en globalité, de ne pas opposer les modes de transport les uns avec les autres, déjà parce que c'est inutile et l'enjeu c'est la décarbonation, mais aussi, et c'est pour ça qu'il y a les transporteurs routiers qui sont intégrés dans le programme, de ne pas opposer non plus la route avec le transport modal, parce qu'en fait on a besoin de tout le monde. Et on parlait du combiné par exemple, on ne peut pas envisager le combiné sans route à un moment donné. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait ces notions d'opposition n'ont plus de sens, et surtout par rapport aux enjeux qu'on a devant nous. Et donc, c'est ça que se propose Remove. Donc, c'est des sessions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Et il y a aussi, dans l'enveloppe du budget, des incitations financières à destination des industriels, à destination de tous ceux qui veulent faire du report modal, des incitations financières directes qui vont concerner l'ensemble des secteurs, ferroviaire, fluvial, maritime, pour aussi encourager. Et le terme incitation d'expérimentation financière est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'on a suffisamment confiance dans la qualité, dans la robustesse de la qualité de service pour dire que ce n'est pas des subventions, c'est une incitation qui sera temporaire pour montrer, pour que les gens testent et du coup apprécient suffisamment pour qu'après ils restent en fait dans ce mode de report modal. Selon vous, l'initiative de M. Colin, elle est éligible à ces aides de l'ADEME? Première expertise à chaud de son exemple. L'idée, en fait... Il ne m'a pas rémunéré pour essayer de faciliter les choses. Si vous voulez, l'idée de Remove, c'est d'embarquer les gens qui ont une culture route. Je vous l'apprends, ouais. En tout cas, rien n'empêche de discuter. Non mais l'idée en fait, c'est d'embarquer, de créer une dynamique pour les gens qui ont une culture route, parce qu'on se dit la route c'est plus facile. Avec la route, je fais un peu ce que je veux, alors qu'un train, si le train part à 9h, c'est pas 9h05. Alors que c'est vrai qu'avec la route, on imagine qu'on peut demander un peu ce qu'on veut, on claque des doigts et on a les choses. Alors que le fer a des cartes à jouer. On voit beaucoup, notamment avec les crises qu'on a traversées, qu'avoir un mode d'approvisionnement, c'est dangereux, qu'il faut multiplier les fournisseurs, qu'il faut multiplier la façon de voir les choses et qu'on ne peut pas tout miser sur un mode, sur un fournisseur. Et c'est pareil pour le transport. On a parfois des tensions de transport par période sur des zones. Et avec du fer, avec du fleuve, tout ça, on ne l'a pas. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir aussi dans une... Et ça sera aussi l'objet des sensibilisations, dans une stratégie globale d'achat raisonné et raisonnable. Le fer, le fleuve, le maritime ont leur carte à jouer. Tous les chargeurs ne seront pas aussi entêtés et résilients que M. Colin, que vous essaierez de sensibiliser. Ils vous objecteront peut-être la question des délais, la question des tracasseries administratives. Qu'est-ce que vous leur direz à ces chargeurs ? Eh bien qu'en fait, l'idée aussi, c'est de casser ces préjugés, parce qu'en fait, c'est faux. Et dans le mode massifié, il y a des produits qui sont qui apportent autant de souplesse pour le chargeur que s'il utilisait la route. Donc l'idée aussi, c'est de déconstruire toutes ces idées reçues qu'on a sur le report modal, en disant qu'évidemment, il faut une certaine organisation, parce que, comme on disait, un train, ça arrive à une certaine heure, mais aussi ça arrive à une certaine heure, alors que la route, parfois, c'est pas si sûr que ça, notamment dans les périodes d'été, sur des régions comme le Sud ou des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est de déconstruire ça et de montrer qu'il y a une facilité d'accès au report modal. Et donc, charge à nous aussi, en fonction des besoins du chargeur, de le flécher vers l'offre dont il a besoin. Enfin, en l'occurrence, l'exemple qu'il nous a montré n'est pas dénué d'obstacles administratifs et réglementaires. Un mot, Édouard Philippot, après je donne la parole à Alain Lefebvre. Je voulais juste rappeler, si Cyril ne l'a pas dit, je ne suis pas sûr que en fait, ce que signifie Remove, c'est important de le rappeler. Remove, ça signifie report modal et verdissement. Donc en fait, on a bien un axe report modal et on a un axe verdissement, transition énergétique. Et voilà, je ne reviens pas du tout sur ce que Cyril a expliqué. C'est bien une logique de transformation de mode de pensée, etc. Et donc c'est un dispositif qui est
parallèle à ce qui existe déjà, qui sont des aides à l'investissement. Nous, chez VNF, on a des aides à l'investissement. Il n'y a pas d'aide prévue à l'investissement dans Remove. C'est plutôt des aides à des... voilà. À l'exploitation et au trafic. Au lancement de nouveaux Au lancement de trafic. Oui, c'est ça. Remove, donc j'ai dit ce que c'était, et donc ce n'est pas effectivement de l'investissement et de l'infrastructure. Et effectivement, il y a un volet sur lequel je ne me suis pas attardé, donc merci Éloi, mais donc Remove, c'est effectivement donc Remove, donc report modal, et le V, c'est le verdissement des flottes, mais là qui concerne les professionnels, c'est-à-dire les gens qui ont les bateliers, les entreprises ferroviaires, les bateaux, ce qu'on appelle les pilotines, c'est-à-dire les bateaux qui vont aider les cargos pour faire les manœuvres dans l'entrée et la sortie des ports. Et donc c'est ce matériel-là aussi qu'on va verdir dans le cadre de ce plan global de décarbonation du transport, bien sûr. Donc M. Collin peut bénéficier d'aide de VNF pour l'infrastructure, peut-être. Et peut-être, quand les trafics seront lancés, peut-être de l'ADEME, si je comprends bien, s'il coche toutes les cases de verdissement et de report modal. Exactement. Voilà, c'est clarifié. Alain Lefebvre, vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Les ports intérieurs, c'est un acteur important de cette activité. Quel est votre sentiment sur ces promesses de développement du rail fleuve? Mais je pense qu'elles sont réelles. Donc à l'heure actuelle, plusieurs ports sont équipés en trimodalité, mais on est plus dans une logique de double bimodalité, si je puis m'exprimer ainsi, eau, route ou fer route. N'empêche, les ports, pour le moment, investissent beaucoup au niveau du ferroviaire et s'investissent aussi beaucoup commercialement pour développer cette relation entre l'eau et le fer. Ce n'est pas nouveau. Il y a déjà eu, il y a des exemples, je vais y venir, mais il y a également eu des trafics emblématiques qui malheureusement ont disparu parce qu'il n'y a pas que la qualité des infrastructures ou la qualité du travail commercial qui compte. Il y a parfois des décisions, je dirais, géopolitiques ou changements d'actionnaires qui peuvent faire basculer des flux en termes d'origine et de destination sur certains trafics. Donc je fais directement allusion ici à un ancien trafic au port de Mulhouse, un trafic très important, donc au départ du port d'Anvers, de conteneurs jusqu'au port d'Ottmarsheim, avec transfert sur la voie ferrée jusqu'à l'usine Peugeot de Vesoul, en aller-retour. Donc c'était l'équivalent de 40 conteneurs par jour. Donc c'est un trafic important pour un seul client. Donc malheureusement, ce trafic-là n'existe plus. Mais par contre, Mulhouse est toujours actif dans cette intermodalité au fer, à savoir qu'ils reçoivent, certains clients chimistes reçoivent des produits par les deux modes et après transformation, les produits sont réexpédiés également par les deux modes. Donc ce n'est pas un transfert direct entre le fer et l'eau, mais il y a utilisation dans les deux sens, en approvisionnement et en expédition des deux modes de transport. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant. Pour rester dans la région et le long du Rhin, le port de Strasbourg aussi. Donc c'est très intéressant au niveau du port de Strasbourg. Donc ça a été évoqué, soit des problèmes sur la voie fluviale, les basses eaux, soit des problèmes au niveau du réseau ferroviaire, permet au port de Strasbourg principalement de basculer ses flux d'un mode sur l'autre, notamment vers le port d'Anvers, qui est un port extrêmement important, évidemment, c'est géographique, entre la façade maritime et le port intérieur. Il y a également un exemple extrêmement intéressant au port de Strasbourg, c'est l'approvisionnement de pales planches par chemin de fer au départ de Tchéquie. Donc les pales planches, c'est ce qui sert à construire des quais, à stabiliser les quais. Et puis le trafic se termine par la voie fluviale sur une distance de 50 km, donc à destination des chantiers en fait nécessaires à la construction de ces quais. À une autre échelle, un trafic intéressant également, à titre d'exemple, c'est entre Mâcon, le port de Mâcon, et le port de Arles,
du ballast. Donc il y a une carrière à 10 km de Mâcon qui utilise le port d'Arles comme carrière déportée. Donc le ballast est un produit particulier, hein, donc il y a des caractéristiques techniques particulières, donc on ne peut pas s'approvisionner n'importe où. Et en fait, il y a approvisionnement via le port de Mâcon, stockage sur le port de Mâcon, expédition par voie fluviale jusqu'au port d'Arles, stockage au port d'Arles, et puis transfert de la marchandise sur des wagons de la SNCF pour les chantiers de la SNCF. Ça permet beaucoup d'agilité parce que tout n'est pas toujours programmable à court terme, et donc le fait d'utiliser 2 ports comme zone de stockage, on parle toujours du transport, des manutentions, mais le vrai pivot du système, de beaucoup de systèmes de flux, de supply chain, c'est le stockage intermédiaire et les capacités de stockage. 2 autres exemples aussi au port de Lille. Donc, de temps à autre, il y a un trafic donc, qui est assez étonnant. Ça commence à Shanghai jusqu'à Anvers. Donc là, c'est la voie maritime, évidemment. Et puis Anvers-Lille par la voie fluviale. Transfert sur la voie ferrée entre Lille et Marseille. Et puis transfert sur caboteur vers Alger, donc de conteneurs. Donc c'est un flux qu'on n'oserait jamais imaginer. Et bien pourtant, il existe. Un autre flux intéressant également via le port de Lille, c'est des traverses en béton fabriquées en Belgique, hein, le long du canal Albert à Genk, transfert par la voie fluviale jusqu'au port de Lille, et puis transfert sur les wagons pour les chantiers. Il y a plusieurs chantiers, ça peut être vers la Normandie, le Havre, l'Île-de-France, Amiens, c'est aussi Bordeaux. Et donc, vous voyez qu'après, ça offre pas mal de possibilités en termes d'équipement. Et au port de Lille, depuis la mise en place de ce trafic, si on additionne toutes les traverses, ça équivaut à un équipement de 1000 km de voies ferrées. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. C'est pour les lignes à grande vitesse, hein, donc c'est un trafic spécifique. Et puis, le port de Lille travaille fortement à l'heure actuelle, commercialement, pour développer cette filière, si je puis m'exprimer ainsi, donc entre la voie d'eau et le ferroviaire. Et je ne peux pas m'exprimer, il faut laisser le port de Lille le soin de s'exprimer à ce sujet, mais il y a bon espoir de développer, suite à la mise en route d'une nouvelle ligne ferroviaire, un bon espoir de développer ce type de trafic. Voilà, à travers quelques exemples du concret. Et je le répète, au niveau des ports, on s'arme en termes d'infrastructures, développement, renforcement de notre potentiel ferroviaire, donc dans le but, entre autres, de développer cette filière de relations entre le ferroviaire et le fluvial. Voilà ce que je voulais exprimer en tant que président de l'AFPI à cette occasion. Merci Alain Lefebvre pour ces exemples très, très précis. Est-ce que vous sentez depuis 1 an, 2 ans que la demande est beaucoup plus forte? Hélène Vasseur rappelait les objectifs de triplement du transport combiné dans cette globalité. Est-ce que vous sentez qu'il y a une effervescence depuis la fin de la pandémie, si tant est que la pandémie est finie? Oui, tout à fait. Ça a déjà commencé. Donc je vous dis, la volonté des ports intérieurs français qui sont raccordés aux ferroviaires de développer cette filière. Les ports ont l'ambition aussi d'augmenter leur part d'intermodalité. Bon, je vais prendre un exemple que je connais bien, le port de Lille. Le port de Lille, c'est plus de 30% d'intermodalité, fer et eau. Donc c'est un pourcentage qui est très intéressant. Mais les autres ports ont la même volonté. Je ne connais pas les ratios de tous les ports français et autour de la France, le Benelux et l'Allemagne, mais il y a une vraie volonté, c'est général. On sent qu'il y a vraiment un intérêt de plus en plus marqué auprès des ports intérieurs
de développer le chemin de fer, tout à fait. Pour Lille, vous disiez la part du multimodal, Lille, c'est combien? D'intermodalité, donc fer plus eau, est de plus de 30%. 30%. 32% en 32%. fait. Et oui, ben on continue à développer des projets donc sur l'ensemble des ports qui ont la chance, si je puis m'exprimer ainsi, d'être déjà raccordés au niveau ferroviaire, évidemment. Merci beaucoup. Le temps est passé très vite, mais je pense qu'on peut prendre le temps d'une ou deux questions, si vous en avez. Et si vous n'êtes pas aussi frigorifié que nous, parce que là, il y a eu un arrivée d'air russo-ukrainien absolument terrible. Monsieur. Le micro peut-être. Oui. Le micro est frigorifié aussi. Oui. Oui, oui. Allez-y. Antoine Beyer, Institut Paris Région. En Allemagne, le développement du transport combiné a été porté par les gestionnaires des ports très, très fortement au moment fin des années 80. En France, on parle aussi du développement des plateformes de chantier transport combiné. Est-ce que les ports intérieurs français ont d'une part la volonté, les moyens et les surfaces nécessaires pour développer ce type de trafic dont ils pourraient être les porteurs et gestionnaires de ces chantiers? Alain Lefebvre. Oui. Donc les moyens, ce qui est pour le moment problématique, c'est en termes de développement sur les infrastructures. Je pense qu'il y a encore du potentiel, mais c'est à l'instar de ce qu'évoquait M. Collin, c'est d'avoir les capacités de développer de nouvelles infrastructures et c'est de trouver le bon équilibre entre plusieurs enjeux sociétaux, l'environnement, la consommation de terres agricoles et le développement économique basé sur d'autres modes de transport. Et c'est de dégager du foncier. C'est la problématique aussi dans le cadre du développement du canal Seine-Nord, hein, où on n'a pas beaucoup de visibilité pour le moment sur des grands projets de développement en termes de trimodalité. On parle beaucoup de Nesle et de Marquion. Il y a du potentiel à Péronne également, mais c'est avoir les capacités. Elle commence par la mise à disposition de foncier. Et là, on est confronté à des télescopages d'enjeux sociétés majeurs, mais ils sont tous importants. Donc, pour le moment, c'est ça la grande question au niveau du développement d'infrastructures, au niveau des ports intérieurs. Maintenant, je pense qu'à l'intérieur des ports, il y a du potentiel d'agrandissement ou de remplissage des plateformes. Je pense qu'il y a beaucoup de plateformes qui ne sont pas saturées à l'heure actuelle. Donc, on a de la marge à l'heure actuelle. Et vous avez les moyens financiers de ces développements? Alors, les moyens financiers, ils se trouvent. Hein. Donc, il faut les chercher. Et puis, oui, je pense que il y a des ports plus riches que d'autres, mais il faut se battre pour trouver les moyens. Il y a des crédits européens également. Il n'y a pas que les crédits nationaux ou régionaux. Et donc, quand on a la chance aussi en France, la plupart des ports d'être sur des corridors européens, donc éligibles aussi à l'aide en matière d'infrastructure. Donc, je pense qu'il faut d'abord monter le projet, le crédibiliser, et à partir de ce moment-là, oui, c'est un chemin de croix, mais il y en a beaucoup. Dans le cadre du développement portuaire, il y a beaucoup de chemins de croix, et celui-là en est un, mais il faut d'abord monter le projet, montrer qu'il est crédible à l'aide de développement de logistique, s'inscrire dans des schémas industriels également. Ça, c'est important. Il n'y a pas que les entrepôts en logistique. Il y a la logistique industrielle, inscrire les ports dans cette logique-là. Voilà, mais moi, je finis toujours par l'argent. Je commence jamais, sinon on ne fait rien. Édouard Philippot. Oui, je profite de cette question pour signaler que nous, VNF, nous sommes, pour le compte de l'État, nous sommes concédants en fait, d'un certain nombre de ports de commerce, de ports intérieurs de commerce en France, à peu près 25.
et que ces ports de commerce, ce sont des concessions qui étaient donc voilà, gérées par des chambres de commerce au cours des 50-60 dernières années, et que ces concessions arrivent à échéance, et que en fait, littéralement, nous sommes en train de remettre sur le marché un certain nombre de ces ports de commerce. Ça a été le cas ces dernières années pour le port de Mulhouse et de Colmar, sur lesquels on a développé de nouvelles structures de gouvernance et dans lesquelles on essaie d'intégrer des groupes de transport, des groupes logistiques qui connaissent mieux le transport que nous. Et je signale par exemple dans les 3 années qui viennent des ports tels que le port de Béthune, Chalon-sur-Saône, Mâcon, les ports de la Moselle également, qui seront remis sur le marché par voie d'appel à candidature de la part de VNF pour voilà, appel à candidature pour des groupes de transport, des groupes logistiques à nos côtés pour relancer une dynamique de fret trimodale, si possible, sur ces différents ports. Merci beaucoup. Le temps est passé très vite et il est temps de conclure cette table ronde. On sera attentif à ce qui se passe dans les mois et les années qui viennent. Évidemment, au chantier de M. Collin. Donc, je pense que tout le monde est passionné aujourd'hui par ce projet de terminal sur la Seine. Je crois qu'on peut remercier les 4 intervenants masculins et l'intervenante féminine, Hélène Vasseur. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Dans un quart d'heure, ici même, la grande conférence, j'allais dire politique, sur 1 an après les grandes annonces, qu'est-ce qui se passe globalement sur le terrain des promesses en matière de fret ferroviaire. Dans un quart d'heure ici. Et puis, bonne suite de salon et à très bientôt.